Willkommen, bienvenue, 733e numéro d'Arte Reportage, émission spéciale. Nous sommes à Bayeux dans le département du Calvados à l'occasion du prix des correspondants de guerre. Chaque année sont mis à l'honneur les travaux de nos collègues qui exercent leur métier de journaliste dans des conditions extrêmes. La preuve encore avec ce reportage consacré aux fantômes de Mossoul. Il s'agit de fils et filles des membres de l'État islamique tués au combat. Ils croupissent dans des camps de réfugiés, du moins quand cette possibilité-là leur est offerte. Mais ils sont sans papier, sans existence légale, tout ou presque leur est par conséquent interdit. Mais d'abord donc, honneur à notre hôte. Bayeux, première ville libérée lors du débarquement en Normandie en juin 1944 et l'une des rares à avoir été épargnée par les combats, d'où ce patrimoine architectural exceptionnel. Bayeux qui décerne donc chaque année des prix aux correspondants de guerre. La première édition de cet événement s'est déroulée en 1994. Petite visite guidée signée Richard Bonnet et Christian Mignard. En mer comme à terre, l'histoire est encore présente partout en Normandie. Elle est aussi bien vivante dans les esprits et les cœurs, se raconte et se transmet de génération en génération. À une petite dizaine de kilomètres des plages du débarquement, la petite ville de Bayeux porte en elle cet héritage. On sait ici, peut-être plus qu'ailleurs, que ceux dont le métier est de raconter les conflits, passés comme présents, jouent un rôle de premier plan dans la construction de la paix. Je pense que c'est indispensable aujourd'hui de prendre le temps de comprendre un peu chaque situation parce que l'actualité va très vite et on est un peu submergé d'informations. L'objectif étant d'ouvrir un regard pour le grand public sur l'actualité de l'année ou de revenir aussi sur les histoires en fait, qui nous touchent et qu'on a envie aussi que le public découvre. Le prix Bayeux présente plusieurs expositions dans toute la ville, les images de l'Iranien Alfred Yagobzadeh par exemple, accrochées en extérieur, le reportage sur l'Irak et la Syrie de l'américaine Nicole Tung, ou encore la bande dessinée de Lobjoie et Rimbaud sur les massacres de Srebrenica. L'événement ne manque pas de faire réagir les Bayeuxins. Nous avons prié pour les reporters de guerre qui sont décédés au cours de cette année dans ce service pour la paix. Il y a une manière, je crois, de donner à voir qui permet de respecter les personnes filmées, mais aussi les personnes qui les regardent. Le prix Bayeux est aussi l'occasion pour le grand public, comme pour les lycéens, de rencontrer les reporters de guerre, de découvrir les coulisses de la fabrication de sujets à haut risque. Dans les guerres, c'est toujours les civils qui sont les premières cibles. Et ces gens-là ne peuvent pas se défendre. Il y a quelque chose un peu de l'ordre du mythe du reporter de guerre, de terrain, où on est quand même très impressionné de se dire ces gens vivent la guerre et ont pris des risques incroyables. À Bayeux, c'est un peu nos stars en fait quand ils viennent là et le public ressent ça aussi. On a vu que les reporters se faisaient tirer dessus. Vous n'avez pas peur que ça vous arrive? En fait, on n'a pas peur, non. Non, on n'a pas peur. Non. Après, on a peur, après coup. Parce qu'on veut toujours aller plus en avant, plus en avant. On veut continuer et aller plus loin, plus près, plus proche des combats, plus près de ci. Et c'est là où il faut faire très gaffe, c'est là les ennuis arrivent. Et là, l'expérience peut dire, bon là, j'arrête, là, je vais pas plus loin, ça sent mauvais, quoi. C'est le feeling, quoi, en fait, c'est le feeling. Mais c'est l'expérience aussi qui fait ça. L'expérience, Jacques Langevin en a et la partage volontiers, lui qui était sur place à Tiananmen, en Chine, il y a 30 ans. Le jeune photoreporter Michael Bunel est admiratif de ce travail. Il est lui aussi à Bayeux pour faire connaître son premier sujet au long cours sur les migrants qu'il est parvenu à faire éditer grâce à un financement participatif. Je pense que je suis avant tout un humaniste et je peux pas rester dans mon canapé en tant que journaliste à regarder ce qui se passe. Je me bats pour mes idées et je pense qu'à l'heure actuelle, on fait un peu n'importe quoi en Europe, donc j'essaie de me servir de ceux qui brûlent, qui brûlent et qui m'animent pour continuer de dénoncer, tout simplement. Être à Bayeux, c'est déjà un début de reconnaissance par la profession, rêve de tous les jeunes photojournalistes. Je check le petit garçon que j'étais qui a voulu devenir photographe il y a plus de 15 ans, en voyant qu'aujourd'hui j'ai un livre dans les mains et que je fais partie de cette petite famille qui est les photojournalistes. Mais c'est que le début, comme on dit, on lâche rien. Voilà, la route est encore longue.
Témoigner sur les conflits, c'est décrire les forces en présence et leur progression respective, raconter les combats et représailles comme le drame des victimes civiles. Témoigner, c'est aussi Bayeux, cette fois dans la chapelle Augustine, elle accueille l'exposition intitulée Gaza, population hors d'état. À mes côtés, un habitué véritablement des lieux, Rémi Ourdan, grand reporter au Monde, correspondant de guerre, primé ici même à Bayeux pour un reportage intitulé La guerre oubliée de Sierra Leone. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans l'exercice de ce métier en 25 ans? Eh ben, je crois pas grand-chose. C'est un métier fait par une poignée d'individus, de femmes et d'hommes, d'artisans, qui vont voir les gens et qui leur demandent de raconter leur histoire. Et ces gens sont au moment, de toute façon, le plus fort et parfois le plus tragique de leur vie et comptent sur nous. C'est une relation de confiance qui s'établit. Alors on peut parler des gens qui refusent de nous voir, ou qui nous interdisent l'accès, mais ils sont en fait très peu nombreux. C'est les régimes totalitaires ou les mouvements djihadistes. Mais 99% des gens nous accueillent très bien et nous confient les histoires les plus importantes de leur vie. À nous de les restituer, on est un peu leur messager en étant journaliste, c'est-à-dire en gardant cette distance qui permet de vérifier l'information, l'analyser, etc. Mais c'est d'aller raconter des histoires de gens de pays en guerre. Qu'est-ce qui est récompensé exactement à Bayeux? Ce sont des reportages proprement dits de la guerre ou bien des histoires humaines dans la guerre, dans les conflits? Oh, dans les prix, je crois qu'il y a toutes sortes de prix de récompense, il y a toutes sortes de manières de raconter la guerre. D'ailleurs, on le voit à travers toute l'histoire, non seulement les prix ici, mais enfin même les expos, à travers toute l'histoire du journalisme de guerre. Il y a plein de formes différentes. Mais au final, ça restera toujours le fait de raconter des gens. Alors pendant le premier siècle du journalisme de guerre, c'était principalement de raconter les soldats. Aujourd'hui, la plupart des journalistes, depuis le Biafra, préfèrent raconter les victimes civiles, montrer la souffrance et la douleur principalement. Et puis on est quelques-uns, je crois, à essayer de faire les deux. Toujours aller voir à la fois les victimes et aller voir les combattants pour essayer de comprendre pourquoi ils se battent. On lit ici et là plein de scénarios apocalyptiques, comme quoi les nouvelles technologies vont dénaturer le métier. C'est votre avis? Vous voyez ça arriver? Non, je ne crois pas que les outils changent quoi que ce soit. Je pense que qu'on transmette par pigeon voyageur ou par 4G, et entre-temps il y a eu le satellite et le télégraphe et je ne sais quoi, le téléx, je ne pense pas que ça change la nature du métier. C'est toujours d'aller raconter des histoires, d'essayer de les raconter et d'établir à la fois ce lien de confiance avec les gens qui vous confient leurs histoires et d'avoir ce lien de confiance avec celui qui va vous lire ou vous regarder sur Arte. Un reporter, c'est aussi, c'est un regard. Donc on essaye d'être juste, on essaye d'être professionnel, d'être très précis, d'être clair, mais c'est aussi un regard, et donc il faut cette double confiance avec la source et avec le lecteur ensuite. En un mot, est-ce que le travail de correspondant de guerre change un peu les politiques, les décisions des politiques? Malheureusement, je ne crois pas. Certains de mes aînés ont cru qu'ils avaient peut-être arrêté la guerre du Vietnam. Vous savez, des photographes américains, idéalistes, je crois que ce qui a arrêté la guerre du Vietnam, enfin si j'ai bien lu mes livres d'histoire, c'est la victoire du Viet Cong plutôt. Donc on est rarement, je crois, malheureusement, utile au point d'influencer des politiques. Par contre, les gens qui nous racontent leurs histoires, ils tiennent absolument, même si ça ne change rien, à ce qu'on les raconte, au moins pour établir la vérité, que les choses soient sues, qu'on ne puisse pas dire qu'on ne savait pas. Et donc rien que ça, je crois que c'est important, même si les politiques ne changent pas d'avis. Merci beaucoup Rémi Ourdan d'avoir été des nôtres. Alors, laissons Bayeux pendant quelques instants, pendant une demi-heure exactement, le temps d'aller sur un théâtre de guerre, justement, en Irak. Nous avons décidé de nous intéresser aux fantômes de Mossoul. Il s'agit de 45 000 enfants qui se retrouvent aujourd'hui sans existence légale dans leur pays. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils sont les rejetons des combattants de l'État islamique. Devenus orphelins après la mort de leurs parents, ils grossissent aujourd'hui les rangs des réfugiés quand ils n'errent pas purement et simplement dans la nature. Leur existence est une épine de plus dans les pieds des autorités. Vous voyez ce reportage signé Sophie Nivelle-Cardinal, Oktay Zengoul et Mathias Zom. À Mossoul, les eaux du Tigre permettent d'oublier un peu la chaleur écrasante venue du désert. Et peut-être aussi les années d'enfance volées par la guerre et la violence. Les drapeaux noirs de l'organisation terroriste qui a contrôlé Mossoul pendant 3 ans
et terroriser le monde entier, ne flotte plus sur la deuxième ville d'Irak. Au cœur de la vieille ville, le dôme de la mosquée Al-Nouri, vieille de plus de 800 ans, tient à peine. C'est ici qu'en juillet 2014, Abou Bakr al-Baghdadi a proclamé le califat de l'État islamique. La guerre a laissé la ville et ses habitants exsangues. 2 ans après la libération, les habitants de Mossoul n'en finissent pas de panser leurs blessures. Comme si la souffrance était trop grande et le deuil impossible. À 20 km au sud de Mossoul, le camp de Hammam Ali accueille plus de 35 000 personnes. En majorité des familles liées à l'État islamique, ce sont les veuves et les orphelins des membres de l'organisation terroriste. Sous cette tente, il n'y a plus de chef de famille. Il a été tué par une frappe aérienne dans une mosquée de la vieille ville à Mossoul. Ce n'était pas un combattant, selon sa veuve, mais un muezzin. Il ne faisait qu'appeler à la prière. À la libération, Raoul et ses 5 enfants ont réussi à fuir les combats. Depuis, ils vivent dans le camp, sous cette tente. Leur père était un membre de Daesh. C'est pour ça qu'on nous empêche d'avoir des papiers d'identité. Leur père est mort, il a été tué. Mais à chaque fois qu'on va demander nos papiers, on nous dit qu'on est une famille de Daesh. Alors on n'aura pas de papiers. Sans ces papiers, on ne peut pas s'en aller du camp. Et s'il n'y a plus de camp, je ne peux aller nulle part sans ces papiers. La famille passe ses journées devant la télévision. Il n'y a rien d'autre à faire. Raoulé, la mère, n'a pas elle-même rejoint l'organisation terroriste. Elle n'est donc pas recherchée par les services de sécurité. Mais femmes et enfants paient le prix de l'engagement du père. Qu'il soit mort n'y change rien. Désormais, le seul homme de la famille, c'est le petit Omar. Il n'a que 8 ans. Il rentre du travail. Il vient de marcher les 2 kilomètres qui séparent le camp du centre-ville, sous un soleil écrasant. Tu as été payé? Non. Pourquoi? On m'a rien donné. Tu es fatigué? Ils t'ont donné à manger? Tu as mangé? Non. L'enfant a rapporté un sac de tomates mendié auprès d'un épicier en ville. C'est déjà mieux que rien. Petite main à tout faire chez un artisan, Omar gagne moins d'1 euro par jour. Avant, on avait une bonne situation. Après, on est venu dans le camp et j'ai commencé à travailler. Je n'ai plus que lui pour nourrir la famille. Parfois, je me dis qu'on a ce qu'on mérite. Et puis quand je regarde les enfants, je me demande quelle est leur faute à eux. De quoi sont-ils coupables? De quoi sont coupables les enfants et les familles? J'ai peur, c'est vrai. J'ai peur de l'armée. D'abord parce que je n'ai pas de papier. Et ensuite parce que mon mari était un Daesh. J'ai peur à cause de ça. Tout ce que je veux, c'est mes papiers d'identité. Rien d'autre. Sans ça, on est invisible. Sans papier, les enfants ne peuvent aller à l'école. Même si le camp est géré par des ONG internationales, c'est la loi irakienne qui prévaut. Au mois d'avril, j'ai reçu une directive du ministère de l'Éducation. On ne peut plus accepter les enfants sans papier. Il faut qu'ils aillent au bureau du ministère s'ils n'ont pas de papier. S'ils n'y vont pas, on ne peut pas les inscrire ou valider leur année, surtout si c'est une famille de Daesh.
Ce sont les instructions qu'on a. On doit les renvoyer. S'ils n'ont pas de papier, je ne peux rien pour eux. C'est comme ça. Sans papier, pas d'accès non plus aux distributions de nourriture du gouvernement irakien. Ce jour-là, dans le camp, une ONG internationale distribue son surplus de stocks de farine aux familles les plus nombreuses. Avec la chaleur, ils craignent que les stocks pourrissent. Dans le camp, les familles sans papier dépendent exclusivement de l'aide des ONG internationales pour survivre. On nous donne plus que de la farine et du riz. On ne reçoit plus de sel, de sucre, d'huile ou même de boulgour. Évidemment, on est content et on remercie le ciel. Mais nous, tout ce qu'on veut, ce sont des papiers d'identité. On n'en peut plus. Il nous faut des papiers. Il faut que je nourrisse mes enfants. À chaque fois que je vais à la sécurité, ils me balancent mon dossier à la figure et ils me disent « Ton mari est un Daesh, on fera rien pour toi. » Auprès de sa sœur, Raoulé trouve un peu de réconfort. La tente est un peu plus confortable, il y a des banquettes pour s'asseoir et quelques meubles. Les enfants y sont à l'aise. Mais ici non plus, le petit Omar ne peut oublier ses obligations d'homme de la famille. Omar, on t'a payé? Le patron dit qu'il faut attendre l'après-midi. Mais il avait dit le matin. Je sais pas, l'après-midi. Il a dit l'après-midi. Tu vas travailler demain? Tu iras? Je sais pas. C'est un chien, ton patron. Il a dit qu'il paierait le matin, pas l'après-midi. Hier, c'était pareil. Il va y avoir de nouvelles distributions? Il va y avoir de la farine. On en a encore? Oui, encore un peu. Elle doit être pourrie. Ils ont dit qu'il y aurait de la farine et d'autres choses aussi. En Irak, près de 900 000 enfants vivent aujourd'hui dans les camps de déplacés. Comme le petit Omar, il serait environ 45 000 sans aucun papier d'identité. Et il y a tous les autres aussi, indénombrables, qui ne vivent pas dans les camps. Ces papiers d'identité tant voulus par ceux qui n'en ont pas, les Irakiens l'appellent le carré d'or. Ils sont indispensables à la vie quotidienne en Irak, pour circuler, pour se nourrir, pour exister tout simplement. Pour les obtenir, on doit se rendre au poste de police de sa ville d'origine et subir les interrogatoires des services de sécurité. Ces services sont craints et personne ne va les voir de gaieté de cœur, encore moins si l'on est une femme seule, sans protection, ou la veuve d'un membre de l'État islamique, forcément suspecte. Le danger est toujours là. Vous savez, si les fils et les maris sont toujours vivants, ces femmes vont chercher à les aider par tous les moyens. Ils ont plusieurs moyens pour revenir. Ils peuvent avoir de nouveaux papiers d'identité, ils peuvent passer entre les mailles du filet, ils peuvent revenir. Ils peuvent changer d'apparence, ils peuvent faire pousser leur barbe ou la raser. Pour nous, ces familles sont un grand danger. De toute façon, elles n'aiment pas les forces de sécurité, elles n'aiment rien de l'Irak. Ces gens-là ne veulent que la destruction et la barbarie. L'organisation terroriste, qui contrôlait autrefois la deuxième ville d'Irak et un territoire qui s'étendait jusqu'en Syrie, est aujourd'hui redevenue une organisation clandestine et souterraine. Mais elle est toujours active. Aux alentours de Hammam al-Lil, au sud de Mossoul, des villages sont encore attaqués au mortier par des combattants. Les routes, elles, sont minées par des explosifs artisanaux. Pas une semaine ne se passe sans un incident. Ici, pour gagner en visibilité sur le Tigre, on brûle la végétation. Ces pans de terre sauvages, ces îles sur le fleuve, constituent des caches pour les terroristes, nous dit-on. C'est de là qu'ils lancent leurs attaques. Dans le centre de Mossoul, la menace reste invisible. Mais des enfants comme le petit Omar, qui travaillent dans les rues de la ville pour un salaire de misère, sont innombrables.
Ils assurent souvent les tâches les plus ingrates. Cet adolescent de 14 ans ramasse les poubelles avec son petit cousin. Ils sont payés à la tâche par les habitants et les commerçants du quartier. Leur journée de labeur leur rapporte moins de 3 €. Faut que je gagne ma vie. Je dois acheter à manger, nourrir ma famille. Comme tout le monde, ça me brise le cœur de voir ces enfants. Ils ne vont pas à l'école, ils n'ont pas d'avenir. Ils ont perdu leur avenir. Ils n'ont personne pour les nourrir. C'est eux qui doivent travailler et nourrir leur famille. Ce n'est pas une honte de travailler, mais ils ne peuvent pas faire autrement. Si on ne paye pas ses enfants pour ramasser les poubelles restent dehors. Et ils gagnent quand même un peu d'argent en faisant ça, alors que la municipalité, elle ne le fait pas. Le grand souk de Mossoul, le souk al-Younes, n'a pas été détruit par la guerre. Les enfants y travaillent pour quelques dizaines de centimes la journée. Ce sont les petites mains de Mossoul, une main-d'œuvre inépuisable en ces temps d'après-guerre. La plupart des enfants qui travaillent ici sont des orphelins. Leur père, leur mère ou leurs frères sont morts. Ou ils ont perdu leur maison à cause de la guerre. Ils ne gagnent pas grand-chose en travaillant ici. Juste de quoi survivre. Aboud, lui, il a encore ses parents, mais leur maison dans la vieille ville a été détruite par les bombardements. Ils n'ont pas d'argent pour la reconstruire. Alors Aboud travaille ici. Et petit à petit, ils vont pouvoir reconstruire leur maison. Aboud a encore ses parents, mais il n'a plus de maison et il doit travailler. À Mossoul, beaucoup d'enfants n'ont plus personne. L'orphelinat public de la ville a réouvert ses portes. Une cinquantaine d'enfants y sont pris en charge. C'est une goutte d'eau dans l'océan des besoins. Commencer sa vie sans famille est partout un fardeau. Mais plus que jamais dans un pays musulman. Les orphelinats y sont rares. Dans le Coran, l'adoption est un interdit. Et par tradition, c'est toujours la famille proche ou élargie qui prend en charge les orphelins. Enfants de l'ennemi ou de militaires morts au combat, de la pauvreté ou de l'infamie, issus de l'esclavage sexuel de l'organisation terroriste pour certains, tous ici sont les enfants d'une guerre qu'ils n'ont pas choisie. Nous ne faisons aucune différence entre les enfants de Daesh et les autres. On a annulé le mot Daesh. Les orphelins sont des enfants, c'est tout. Peu importe leur histoire familiale, ce n'est pas de leur faute. La guerre a irrémédiablement bouleversé Lévis et Mossoul. À chaque toit, à chaque ruine, son lot de souffrances impossibles à oublier, que l'on soit dans le camp des vaincus ou des vainqueurs. Dans cette maison, les orphelins sont élevés par leur tante. La plus jeune n'a aucun souvenir de ses parents tués pendant la guerre. Les garçons veulent tous devenir officiers dans l'armée irakienne. L'aîné a 17 ans, bientôt l'âge pour s'engager. Je suis retourné à l'école pour pouvoir aller à l'armée. Je ne laisserai pas Daesh revenir. On est habitué à la violence. Ils n'ont eu aucune pitié pour nous. Sinon, on aurait encore de la compassion dans nos cœurs. Mais ils ne nous ont rien laissé. Mes parents sont morts à cause d'eux. Quand je pense à Daesh, je suis très en colère. C'est pour ça que je vais aller à l'armée, pour les combattre. Il y a des deuils impossibles, des deuils qui durent toute la vie. Même si on refuse de prononcer le mot Daesh, même si on repeint de blanc les murs au drapeau noir, dans les têtes des survivants, l'organisation terroriste est omniprésente, honnie et maudite. Sur le fronton de cette maison, il est encore inscrit Daesh en arabe. Et pourtant, c'est le bureau du Mokhtar. Le Mokhtar en Irak, c'est un représentant de quartier élu par les habitants. Un peu un homme à tout faire.
On s'adresse à lui pour des démarches administratives et des problèmes en tout genre. Il faut les cartes d'identité de toute la famille, les 2 témoins, et je vous fais votre carte d'invalide. Merci, je reviens dans 10 minutes. Les propriétaires de cette maison sont de Daesh. Mais pourquoi c'est écrit Daesh? Pour qu'on sache que cette maison appartient à un membre de Daesh. Ça ne vous gêne pas qu'il y ait écrit Daesh? Ah non, ça me gêne pas. Eux, ils écrivaient chrétiens ou mécréants sur les maisons des chrétiens et des gens qui travaillaient avec le gouvernement. C'est eux qui ont commencé. Daesh a écrit sur les maisons et on fait la même chose avec eux. Tu veux devenir comme Daesh? Non, non, mais c'est œil pour œil, dent pour dent. Ils ont écrit sur nos maisons, on écrit sur les leurs. Il est où ton carré d'or? Donne-le-moi. Le Mokhtar ne quitte pas des yeux les écrans de surveillance du quartier. Même si tous ici ont leur carré d'or, leur papier d'identité, le sésame indispensable à la vie des Irakiens. Et pas question que les habitants liés à l'État islamique en profitent. Comment on sait? Il y a des familles de Daesh qui viennent pour avoir des nouveaux papiers. Mais moi, je les connais et je leur donne pas de papiers. Ces gens-là, ils ne peuvent pas rester en Irak. Il faut les chasser. Même s'ils sont irakiens. Ils ont fait couler trop de sang. Ils ont tué trop d'Irakiens. Vous, celui qui vous fait du mal, vous acceptez qu'il soit votre voisin? Qu'il habite dans votre ville? C'est inacceptable. Daesh a tué des enfants, des vieux, des fonctionnaires, des militaires. Pourquoi on devrait garder ces gens-là chez nous? Leurs enfants, c'est pareil. Daesh, ils n'ont pas tué nos enfants à nous. Si vous faites du mal aux gens, vous devez en payer le prix. Ça ne peut pas rester sans conséquence. Ceux qui ont rejoint Daesh, ils auraient dû y penser. Penser à leurs enfants, à leurs femmes, à leurs frères, à leurs proches, à leurs tribus. Ils savaient bien que c'était une impasse, qu'il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Vous ne pouvez pas rejoindre Daesh, faire du mal, et après il faudrait qu'on prenne soin de leurs enfants. Non. Chez le Mokhtar, la loi du talion se résume à refuser le retour dans le quartier des familles affiliées à l'État islamique. Mais à l'heure des comptes, les représailles vont parfois bien plus loin. Les rumeurs de dénonciation ou d'exécution sommaire circulent, non sans raison. Personne en Irak n'ignore les lois traditionnelles de la vengeance. Œil pour œil, dent pour dent. Alors certaines familles se terrent, loin du centre-ville, loin des camps, loin des yeux d'anciens voisins et des autorités. Dans ce faubourg de Mossoul, derrière ces murs aveugles, tout juste construits, se cachent ces familles que plus personne ne veut voir. Dans les têtes ici, on chérit l'organisation terroriste. Vous avez aimé l'État islamique? Franchement, moi ça m'a plu. Je pouvais pratiquer ma religion confortablement. Oui. J'ai aimé l'État islamique. C'était mieux que maintenant. Maintenant, tout le monde est dur avec nous. Avec l'État islamique, on était en sécurité. Tout allait bien. Maintenant, on n'est plus en sécurité. Je ne peux même pas sortir, aller dans les administrations. Je ne peux aller nulle part. Je dois sortir en cachette. Le mari de cette femme était un combattant très actif au sein de l'État islamique. Elle nous dit qu'il est mort, mais il aurait survécu à la bataille de Mossoul. Elle affirme ne rien savoir de ce qu'elle appelle un travail. Parfois, il me disait qu'il était soldat, parfois qu'il était émir. Mais je ne sais pas exactement. Il ne me disait rien de son travail. Il ne faisait confiance en personne. Évidemment, j'ai peur à cause de son travail. Bien sûr, il a fait des choses, mais moi, je ne sais rien de ce qu'il faisait. J'ai peur parce qu'il a fait ça pendant longtemps, et il est recherché pour ça.
J'ai peur qu'on m'arrête à sa place. Vous voulez que l'État islamique revienne? Vu ma situation, oui, j'aimerais qu'il revienne. Parmi les enfants, son fils de 10 ans. C'est un Ashbal, un lionceau du califat. Il a fait partie de ces bataillons d'enfants soldats entraînés pour tuer et assurer l'avenir de l'organisation terroriste. Son visage que vous ne verrez pas est agité de tics et son regard flou, comme perdu dans un brouillard. Je me suis entraînée pour devenir fort et apprendre des choses. Et je continue. Je tire sur des bouteilles avec des cailloux et je fais des pompes. Pour assurer la survie de la famille, le garçon travaille sur les chantiers en ville à Mossoul. Un enfant parmi tant d'autres. Il a échappé aux services de sécurité qui ratissent la ville depuis la libération, à la recherche des cellules dormantes. Dans les prisons irakiennes, 20 000 personnes seraient aujourd'hui emprisonnées pour leur lien avec l'État islamique. Parmi elles, plusieurs centaines d'enfants soldats. Que deviendront ces enfants? Comment oublier que le groupe État islamique est né et a bourgeonné dans les prisons et les camps en Irak au lendemain de l'intervention américaine en 2003? Et si l'histoire ne faisait que se répéter, comme une histoire sans fin? À la différence des années 2000, dans ce Mossoul d'après-guerre, les autorités de Bagdad sont bien de retour en ville, et les habitants se doivent d'être en règle avec elles. Pour aider les veuves dans leur démarche, NRC, l'ONG norvégienne qui gère le camp de Hammam al-Lil, a mis en place des consultations avec des avocats. Cette mère de famille n'a aucun papier d'identité pour son fils de 2 ans, né au moment de la libération. Quand il est né, vous l'avez eu à la clinique ou sous une tente? Sous la tente, pas à la clinique. Ils sont combien dans la famille? Ils sont 7. C'est votre dernier? Oui, c'est le petit dernier. Vous travaillez ou vous restez à la maison? Vous êtes femme au foyer? Oui, oui, oui. Et votre mari? Il est mort. Il avait rejoint Daesh? Quand ils sont arrivés, il a attendu 1 an, puis il les a rejoints. Il est recherché? Je ne sais pas, mais quand j'ai voulu faire des papiers d'identité, ils m'ont demandé de faire une tabriya. Vous l'avez fait? Le document de la tabriya, vous l'avez? Oui, je l'ai, c'est là. Faites-moi voir. La tabriya en Irak, c'est bien plus qu'un divorce. C'est une dénonciation au sens légal du terme, l'annonce officielle de la rupture des liens. Comme s'il fallait renier publiquement le membre de sa famille qui avait rejoint l'État islamique pour exister de nouveau. Peu importe qu'il soit déjà mort ou que cette veuve n'ait jamais été elle-même membre de l'organisation terroriste. Je disais à mon mari de ne pas y aller, de penser à nos enfants. Il répondait « Dieu prendra soin de vous ». Et quand on vous a demandé de faire la tabriya, qu'est-ce que ça vous a fait? Ça ne vous a pas brisé le cœur? Bien sûr, c'est difficile, mais je n'ai pas eu le choix. Il faut que mes enfants aient des papiers. Partout où j'allais, on se faisait chasser, jusqu'à ce que je fasse la tabriya. Après, j'ai eu des papiers d'identité, mais mon dernier, qui a 2 ans, n'en a pas. Sans papier, les familles dépendent du bon vouloir des autorités. Au petit matin, au camp de Hammam al-Lil, plus de 600 personnes ont dû rassembler toutes leurs affaires. Elles doivent rentrer chez elles. L'ONG norvégienne qui gère le camp ne peut rien y faire. Son porte-parole doit se contenter de documenter l'événement. Le gouvernement irakien reste maître chez lui, même si ces retours forcés contreviennent au droit humanitaire international. Vas-y, vas-y, monte. Et prends ta fille.
Donc là, on ne sait pas dans quelles conditions ils vont rentrer, mais c'est assez terrible. Il y a des handicapés, il y a des gens malades, et ils sont tous parqués dans des bus comme des animaux, et c'est juste inacceptable. Je ne sais pas où l'on va. Ma sœur, ils vous déplacent juste dans un autre camp. Quel camp? On ne sait pas. Ils ne nous ont rien dit. Réponds correctement. On ne va pas vous jeter à la rue. Non, mon frère. Ils ne nous ont pas dit qu'on allait dans un autre camp. Ils nous ont seulement dit qu'ils nous emmenaient. Écoute, il y a un gouvernement, tout ça est officiel, donc dis-leur juste qu'ils vous emmènent dans un autre camp. Nous ne voulons pas quitter le camp, parce qu'ici, on est en sécurité. Il n'y a pas d'armée irakienne et personne ne nous en veut. Les gens nous traitent bien ici. C'est pour ça qu'on veut rester dans le camp. Peut-être que si on rentre chez nous, on ne va pas être accepté dans notre région. Certaines familles ont déjà reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux à cause de leur affiliation avec l'État islamique. À Hawija, à 150 km de là, dans leur région d'origine, il y a ceux qui ont souffert et survécu au joug de l'organisation terroriste et quelques-uns se préparent à se venger. Rentrer à Hawija équivaut à une condamnation à mort pour certaines familles obligées de quitter le camp, en majorité des femmes et des enfants. Ce sont les premiers départs forcés d'une telle ampleur au sein de ce camp. Il y en aura d'autres, les autorités l'ont déjà annoncé. La fin des camps de déplacés dans la région, c'est un poids en moins pour Mossoul, et surtout le signal que tout rentre dans l'ordre pour les autorités. Pour les familles, c'est un nouveau voyage vers l'inconnu et la peur. À cause des départs, le camp est fermé ce matin. Le petit Omar ne peut aller en ville pour travailler. Il n'a pas quitté la tente. Sa mère est inquiète. Tout le monde dans le camp est au courant du départ forcé des familles de Hawija. J'ai peur. Évidemment, j'ai peur. Hier, j'ai entendu dire qu'il n'y aurait plus de camp. Je n'en ai pas dormi. Je ne sais pas quoi faire. Sans papier, j'ai peur. Le reste ne me fait pas peur. Personne ne veut se venger de nous. Je veux pouvoir rester ici. À l'heure de l'épuration dans le Mossoul d'après-guerre, que ces familles restent dans les camps ou non, elles sont maudites, marquées par l'infamie d'une organisation terroriste qui est encore dans tous les esprits et qui n'a pas encore dit son dernier mot. Et sachez que Sophie Nivelle-Cardinal, dont nous venons à l'instant de voir le reportage, fait partie des correspondantes et correspondants de guerre récompensés à Bayeux. C'était en 2003 pour son travail sur la fameuse bataille d'Alep. Et bien justement, la ville martyre syrienne est au centre d'une exposition documentaire ici même. Elle met à l'honneur des individus qui, dans cet univers de sang et de feu, ont connu une trajectoire tout à fait particulière. Voyez ce reportage signé Uwe Lothar-Müller et Éric Bergeron. Survivre est un miracle à Alep. C'est aussi un acte de résistance au dictateur Bachar el-Assad. L'exposition Alep Machine, proposée à Bayeux, raconte les blessures de la guerre, mais aussi l'espoir. Celui du jeune Mohamed, par exemple, qui a rebâti sa ville sous les bombes. Ce petit garçon qui rêvait d'être architecte, qui était passionné de dessin quand il avait 4-5 ans et ensuite de bâtiment, a utilisé, comment dire, sa force et son imagination dans les moments les plus compliqués d'Alep, quand ça a commencé à ressembler un peu à ça d'ailleurs. C'est à peu près à la même date.
il a décidé de reconstruire sa ville. Et c'est d'autant plus surprenant ou émouvant d'imaginer cet enfant de 11 ans se débattre avec son imagination et sa création dans des circonstances aussi compliquées pour relever ce qui n'était plus que des ruines. Mohamed a 17 ans et vit aujourd'hui en Allemagne. Mais il participe régulièrement à des ateliers dans des camps de réfugiés où il montre aux enfants comment eux aussi pourraient reconstruire leur ville. Et c'est en 3D qu'il leur fait découvrir la sienne. En voyant détruire Alep, je me suis fait la promesse de préserver ma ville autant que je le pourrais. Le bâtiment le plus important, c'est notre immeuble. Il déborde de souvenirs de mon enfance. On habitait au premier étage. Notre appartement avait 4 pièces. Et l'été, je grimpais toujours sur le toit parce que j'adorais regarder les étoiles. Les collégiens de Bayeux ont aussi droit à une visite d'Alep dans le cadre d'un atelier en compagnie de la journaliste écrivain Cécile Aignon et d'Alex Pearson qui a conçu l'animation en 3D. L'Alep de demain face au Bayeux de demain, les élèves français construisent leur ville de papier en découvrant l'univers des jeunes Syriens. Il a du courage, moi je dis, parce que pour construire une maquette si grande, il est bon. En plein milieu en plus. En plein milieu de son garage, sur le toit, alors qu'il y a des bombardements, c'est courageux de sa part. Peut-être que grâce à lui, quand tout va être fini, quand tout va être bien, peut-être qu'on va s'inspirer de sa maquette pour reconstruire encore mieux. Quand les enfants reconstruisent leur ville, c'est comme s'ils envoyaient une lettre d'amour qui dirait « Voilà ma culture, voilà à quoi ressemble ce que j'aime et j'espère que tu l'aimeras aussi ». Partout où nous allons, nous observons ce merveilleux sens des enfants pour l'entente et le partage. Ils le comprennent immédiatement. Quel bonheur d'être à Bayeux avec cette histoire si touchante. En retour, Alex Pearson filmera le nouveau Bayeux en 3D, version collégien normand, qu'il partira présenter dans les camps de réfugiés avec Mohamed. L'exposition Alep Machine est en fait inspirée de l'ouvrage de Cécile Aignon, Le fil de nos vies brisées, portrait de la ville et de ses habitants, contraints de fuir une dictature qui a fait disparaître son peuple derrière le soleil, comme le disent les Syriens. Vous avez 5 millions de gens qui ont été forcés de quitter leur pays. Vous en avez peut-être le double qui sont déplacés à l'intérieur même de la Syrie, mais qui ont tout perdu. Et ces gens-là, croyez-moi, ils ne vont pas laisser s'arrêter l'histoire ici. Je ne crois pas que la situation peut rester telle qu'elle est aujourd'hui officiellement, c'est-à-dire avec ce régime au pouvoir. Le combat n'est pas terminé. Nous sommes toujours à Bayeux dans un autre lieu d'exposition avec un autre correspondant de guerre. Vous le connaissez forcément si vous êtes des fidèles de cette émission. Gwen Lawen Le Gouil, merci d'être avec nous. Merci à vous. Ça fait 5 ans que vous vous intéressez à cette minorité musulmane de Birmanie, les Rohingyas. Vous leur avez consacré un documentaire. Il a été projeté en avant-première au public de Bayeux ici même. Il sera diffusé le 22 à 22h20 sur Arte. Tout de suite, un extrait. Ce jour-là, il pleuvait. La rivière était en crue. On ne pouvait pas traverser avec nos bébés et nos enfants. On est resté bloqués sur la berge quand des soldats sont arrivés et nous ont encerclés. Ils ont donné des coups de couteau aux hommes et ils leur ont tiré dessus. Ensuite, ils ont dit « Taisez-vous les Rohingyas » et ils nous ont battus, nous les femmes, avec de grands bâtons. Puis un groupe de 10 soldats nous ont enlevés, moi et 6 autres femmes.
Quand ils nous ont emmenés, mon plus jeune frère m'a dit « Adieu ma sœur ». Je ne peux pas raconter les horreurs qu'ils m'ont fait subir. L'opération est baptisée nettoyage. À l'été 2017, dans l'ouest du pays, l'armée birmane met la province de l'Arakan à feu et à sang. Près de 500 villages sont brûlés. C'est tout un peuple qui fuit à travers forêts et collines. Des Rohingyas. Des musulmans indésirables dans un pays à majorité bouddhiste. Après des jours de marche, les survivants atteignent la frontière. Sur l'autre berge, le Bangladesh. On n'a plus de maison. Les militaires nous ont battus. J'ai perdu ma fille. Elle est un peu plus grande que cet enfant. Mon père et ma mère, eux aussi, ont disparu. Quand ils ont brûlé le village, j'ai pris ma femme et les enfants qui étaient là et j'ai couru aussi vite que possible. Depuis, je ne retrouve plus ma fille. Sur la route et près de la rivière, j'ai vu des cadavres d'enfants et tellement de morts. Partout, on a vu des cadavres, des corps mutilés, des corps brûlés. La répression fait des milliers de morts en Arakan, la province où vivent les Rohingyas. La plupart d'entre eux fuient la Birmanie, leur pays. Le Bangladesh accueille sur son sol 700 000 réfugiés. C'est un cas d'école de nettoyage ethnique. Qui peut nier qu'il puisse y avoir des éléments de génocide? Gwen, qu'est-ce qui se joue exactement en Birmanie? C'est un génocide? C'est un crime d'État concernant les Rohingyas? C'est évidemment un crime d'État. C'est un nettoyage ethnique. C'est même un cas d'école de nettoyage ethnique, puisque c'est comme ça que les diplomates de l'ONU ont qualifié ce qui s'était passé là-bas en 2017, lors du Grand Exode. Cela dit, est-ce que c'est un génocide ou pas? C'est ce que j'essaye de raconter, d'expliquer dans le film, mais c'est pas à moi de me prononcer. C'est pas à moi, le journaliste, de dire si c'est un génocide ou pas. Ce sera uniquement à la Cour pénale internationale de le dire si un jour ces faits sont jugés. Toujours est-il qu'aujourd'hui, les spécialistes, les universitaires qui travaillent sur ces questions, sur le fait de génocide, sont quasiment tous d'accord pour dire que c'en est un, puisqu'ils cochent toutes les cases de la classification acceptée par eux de ce que c'est qu'un génocide. C'est-à-dire, ça commence par on isole une population minoritaire dans un pays, et ça finit, après l'avoir annihilée ou l'avoir exterminée, ça finit par on efface les traces, on fait disparaître les preuves. Donc, pour ces spécialistes, c'est un génocide. Il y a quelqu'un qui figure dans votre documentaire, c'est Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, grande figure morale de l'opposition birmane. On a l'impression que sur le dossier des Rohingyas, il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette politique entre elle et ses anciens opposants. Absolument.
par appétit du pouvoir, par appétit du pouvoir politique. Le prix Nobel de la paix s'est renié. Tout le monde est d'accord avec ça aujourd'hui. Elle n'était pas là où on l'attendait. Elle a agi comme les généraux. Elle n'a pas condamné déjà les actes des généraux. Mais ce n'est pas une surprise en fait pour les gens qui la connaissaient ou qui connaissent le pays depuis quelques années, qui s'intéressent au pays en tout cas depuis quelques années, puisqu'il y a déjà une quinzaine d'années, elle disait publiquement à des journalistes, à des collègues, à des confrères, qu'elle disait ceci: je ne souhaite plus être vue uniquement comme une icône des droits de l'homme, mais comme ce que je suis, avant tout, un animal politique. Quand on sait qu'elle disait ça il y a 15 ans, on comprend, enfin à la lueur de cette citation, on comprend mieux les événements de ces dernières années. Et pour terminer sur cette personnalité, sur la personnalité d'Aung San Suu Kyi, il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que jamais elle n'a accepté de dire publiquement le terme Rohingya. Selon elle, ce peuple, tout simplement, n'existe pas. Quand on a dit ça, on a tout dit. Merci beaucoup, Gwen, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Nous arrivons au terme de cette émission. Avant de vous quitter, je vous rappelle l'adresse de notre site internet arte.tv. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci à toute l'équipe qui a contribué à cette émission spéciale Bayeux. Merci aux correspondants de guerre qui portent haut la nécessité de nous informer. Petite indication pratique, toutes les expositions qui se déroulent actuellement à Bayeux sont ouvertes jusqu'à la fin du mois. Venez. La semaine prochaine, place à Andrea Fils. Je vous retrouverai avec grand plaisir dans 2 semaines. Portez-vous bien d'ici là. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.